Et si je vous disais que les CEO les plus performants n'utilisent ni la discipline, ni la motivation pour être productifs? Si je vous disais qu'ils considèrent leur temps comme un actif financier et que leur croissance ne vient plus ou pas de leur travail, mais plutôt de leur capacité à s'en extraire? Ça a l'air contre-intuitif et c'est exactement pour cette raison qu'on va plonger sur ce sujet-là aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais essayer de vous montrer pourquoi travailler plus ne vous rendra jamais vraiment libre et comment appliquer les mêmes systèmes que les top performers que j'ai pu interviewer pour récupérer votre temps, démultiplier l'impact, identifier les bons leviers qui vont avoir le plus d'impact possible et créer un empire. Pour ça, aujourd'hui, les amis, on a 14 chapitres, ça fait beaucoup, donc je vous laisse prendre un stylo, un carnet et je vous souhaite une excellente écoute. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, les amis. Cette vidéo, j'y ai pensé quand j'ai regardé un contenu de Dan Martel, qui est un influenceur assez gros aux États-Unis. Et je pense que si mon contenu vous plaît, son contenu va probablement vous plaire. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Le chapitre 1, il va parler de la painline. Donc, vous allez voir, il y a plein d'anglicismes comme d'habitude. En tout cas, la painline, c'est le niveau maximum, le seuil de douleur maximum que vous êtes capable d'encaisser quand vous avez une boîte. C'est le mur invisible que tous les entrepreneurs vont prendre à un moment donné, que vous allez finir par percuter. J'avais un pote, on va l'appeler PE, qui a bossé comme un forcené dans les 10 dernières années dans des environnements de haute croissance et de haute performance. Arrivé à ses 28 ans, il bossait peut-être 80 heures par semaine, et c'est toujours ce qu'il fait aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, on est arrivé sur une phase où, en fait, on n'avait plus d'intérêt pour le travail parce que on bossait comme un forcené sans apprendre des nouvelles choses, sans varier les tâches. Et en fait, on avait vu et revu et re-revu les mêmes choses. Et c'est souvent sur le mois de janvier où il fait toujours un peu plus gris, un peu plus noir, etc., où il avait un énorme coup au moral. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis posé les questions, puisque vous l'avez compris, on parle de moi, en fait, où ça allait pas du tout. En janvier, il y a 2 ans, lors de mes 28 ans, où en fait, j'ai tout envoyé en l'air, je suis parti en dépression et j'ai fait un premier burn-out. J'ai fait un premier burn-out il y a 2 ans avant d'arriver dans ma deuxième boîte qui s'appelait Mojo, juste après Spendesk. J'ai intégré une nouvelle entreprise où j'ai bossé comme un forcené, encore une fois, parce que j'adore ça et je kiffe ça. Et en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais pas les clés du camion et où j'étais désaligné culturellement avec les ambitions des fondateurs, en fait, je me suis retiré de l'aventure. Et c'est à ce moment-là où, n'ayant plus rien à faire dans ma vie et ne sachant plus ce que j'allais faire de ma vie, eh ben, je me suis retrouvé en dépression. C'est exactement à ce moment-là où j'ai compris que en fait, les entrepreneurs qui font des burn-out, des dépressions, des moments où ils rentrent dans le mur tout simplement, eh ben, en fait, c'est qu'ils ont tapé ce qu'on appelle la pain line. C'est le moment où la croissance de la boîte est tellement élevée qu'en fait, vous allez plus souffrir du fait que ça va continuer de croître plutôt que de la satisfaction du fait que ça croît. Et à ce moment-là, on va faire 3 erreurs. Et donc, je vais essayer de parsemer cette vidéo, encore une fois, de frameworks et de systèmes. Vous allez le voir. Il y a 3 erreurs, du coup. Le premier, c'est de vendre. C'est les 3 S en anglais, sell. Donc, on va essayer de vendre l'entreprise. Ça, en fait, du coup, on n'en peut plus. On est sur une trajectoire de croissance qui nous épuise. On n'a pas forcément hyper délégué. Et donc, on va abandonner. On va se dire qu'on vend la boîte parce que c'est plus tenable, en fait, sur le même système qu'aujourd'hui. Donc, on vend. Et je pense que c'est ce que j'ai subi quand j'ai vendu ma Feedbox il y a peut-être 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, où en fait on avait accumulé tellement de dettes sur le service client, où en fait on était vraiment sur un service B2C qui nous plaisait plus trop en tant que fondateur. Et en fait, on arrivait sur une accumulation de dettes, la boîte qui continuait de croître, et plus l'envie, un désalignement entre ce que la boîte devient et ce que ce qu'elle peut devenir en tout cas, et ce que nous on fait dans l'opérationnel, désalignement, un des fondateurs qui s'éloigne du projet, et donc forcément popcorn in fine. Et c'est pour ça en fait qu'on a vendu la boîte tout simplement à ce moment-là. Le deuxième point, c'était le sabotage, c'est-à-dire qu'on va, pour aller plus vite, pour se libérer, parce qu'on est pressurisé par la croissance de la boîte et parce que ça se développe et donc c'est cool sur le papier. Mais en fait, on va recruter le plus vite possible et pas prendre le temps de recruter les bonnes personnes. Et vous le savez, l'humain, c'est le critère le plus compliqué. Et donc, on va recruter ou potentiellement vendre à des personnes le plus rapidement possible, les personnes qui sont pas solides sur leurs appuis ou les recrutements qui sont pas assez bons. Et donc, ce qu'on veut faire, et vous le savez, c'est recruter des personnes qui sont excellentes pour les amener encore plus loin et pas recruter des gens moyens qu'on va transformer en bons parce que ce temps-là, dans un environnement de forte croissance, ça va trop vite, on n'a pas le temps de le prendre. Et donc, comme on n'a pas le temps de recruter les bonnes personnes quand on se précipite, en fait, on se sabote la croissance de l'entreprise. Et en fait, c'est un peu un acte manqué, c'est-à-dire que c'est quelque part un peu un acte de soulagement parce que ça va trop vite, ça se croît trop vite. Et donc, en fait, l'air de rien, de manière peut-être inconsciente, on sabote un peu la croissance de la boîte.
Le troisième point, on appelle ça stall en anglais, c'est le fait que ça ralentisse, ou en tout cas que ça stagne. Et vous le savez un environnement qui ne croît pas en termes de développement d'entreprise, c'est un environnement qui est mort par défaut. Et donc, forcément, si on ne croit pas, on n'avance pas. Et donc, c'est bientôt la mort de la société. Ça, c'est le premier chapitre, mais rassurez-vous, il y a une quatrième voie qu'on appelle le buyback loop. Alors, c'est super compliqué à traduire en anglais. Le fait de buyback, c'est de racheter, l'acte de racheter son temps. Racheter son temps souvent en automatisant, en déléguant, ou en tout cas en se disant, j'ai 100 unités par semaine de temps. Mais en fait, il y a peut-être 30 unités que je vais pouvoir utiliser d'une autre manière. Je vais pouvoir le racheter, donc payer un service pour gagner ces 30 unités-là. Payer un service qui va me permettre d'automatiser une partie, toute partie de ces 30 unités. Donc, par exemple, je vais récupérer 20 unités de temps de mon côté en payant. Ou alors, je vais prendre quelqu'un recruté qui va me permettre de déléguer, du coup, toute ou partie du système de la boîte. J'espère que vous me suivez à ce moment-là. Vous l'avez vu dans les derniers épisodes, j'ai décidé d'accélérer un petit peu plus fort sur la partie performance business. Et donc, c'est un peu mon edge, donc là où je suis le meilleur. Et donc, j'espère que ça va pas aller trop vite pour certains, mais en tout cas, que vous soyez freelance, chef d'entreprise, team leader, responsable d'un pôle ou d'un secteur ou d'activité, en fait, ces épisodes-là, ils sont applicables de votre côté, quoi. Le sujet de buy back votre temps quand vous êtes freelance, évidemment, vous n'allez pas pouvoir le faire dès le démarrage, mais faire l'acquisition d'un logiciel, bien sûr que vous allez devoir, je dirais, même le mettre en place dès le démarrage. Donc, je vous invite à accrocher votre ceinture et encore une fois, on décolle un peu plus rapidement sur le sujet performance business parce que c'est encore une fois celui où je suis le meilleur, hein, tout simplement. Donc, autant parler de santé physique et mentale. Je pense que j'ai des acquis maintenant avec les interviews que j'ai pu mener. Autant sur la partie performance business, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, on peut accélérer très fortement. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des sujets de développement d'entreprise où vous dites, en fait, je suis en rythme de croisière, mais je pourrais clairement accélérer, mais je ne sais pas comment faire, venez, on se parle et puis peut-être que je pourrais vous mettre en lien. Alors moi, je prends plus de consultation à date parce que je suis complètement blindé. En revanche, je peux peut-être vous mettre en lien avec, vous faire des recommandations d'outils, de structures, etc. Peut-être faire un audit avec vous et puis surtout vous mettre en lien avec d'autres personnes qui, elles, auront le temps pour vous aider à structurer tout ça. Et évidemment, pour vous aider à optimiser et dérisquer et accélérer votre trajectoire. C'était la petite parenthèse. Par contre, je travaille toujours avec Laurane, la super coach sur la partie diète. Et donc, je sais que là, les beaux temps, les beaux jours approchent. C'est le moment de mettre l'accélérateur sur la partie diète et sur votre système d'entraînement. Donc, je vous invite à postuler. C'est le premier lien dans la description. Et en fait, on a encore un peu de place de votre côté sur la partie diète. Donc, let's go, quoi. Prenez votre ticket. Un accompagnement sur 3 mois. Ça peut être plus si vous avez besoin. Mais en 3 mois, on a vraiment des avant-après qui sont hyper légendaires. Donc, let's go, quoi. Ok, donc j'enchaîne avec le deuxième point qui est la buyback loop, donc la boucle de rachat de votre temps. Déjà, pour estimer si vous devez récupérer ou pas votre temps, si vous devez faire l'acquisition d'un logiciel ou pas, si vous devez faire l'acquisition d'une personne ou pas, en fait, vous devez passer par une première phase d'audit. Déjà, vous devez auditer, donc noter toutes les tâches qui vous prennent de l'énergie, qui vous bouffent de l'énergie, je dirais même, parce qu'il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est le ratio temps sur emmerdement. L'emmerdement, c'est à quel point c'est chiant de faire une tâche X, d'accord? Et le ratio temps, c'est combien de temps vous avez passé à faire une tâche qui est plus ou moins marrante. Si vous prenez énormément de kiff, mais que ça vous prend beaucoup de temps, pourquoi pas la garder pour un moment? Mais en fait, les tâches qui vont vous bouffer de l'énergie et qui sont chronophages, c'est ce qui va vous épuiser sur le long terme. Et donc pour ça, vous allez devoir mettre en place des systèmes, des process, des outils qui vont porter votre croissance sur le long terme. Grosso modo, si on vous pose 2 fois la même question, en fait, rédigez une page Notion de sorte à ce que vous ayez plus qu'à envoyer copier-coller la réponse et vous n'avez pas besoin de passer du temps à ça. Et ça, toujours penser à l'échelle. Le deuxième point, donc le premier point c'était l'audit, le deuxième point c'est le transfert, c'est-à-dire que vous allez prendre ces tâches-là qui vous prennent du temps et vous allez les transférer à une autre personne. Pour vraiment faire l'audit, mettez-vous une horloge, alors ça va être relou sur 1 ou 2 journées, mais prenez-vous une alarme sur le téléphone toutes les 15 minutes, de sorte à ce qu'elle sonne, parce que sinon vous allez oublier ce que vous faisiez. Donc vous allez juste noter peu à peu tout ce que vous allez faire tout au long de votre journée. Dès que ça sonne, hop, j'ai fait ça pendant les 15 dernières minutes. Et vous faites ça sur 1, 2, 3, 4, 5 jours comme vous voulez. Et en fait, vous identifiez les tâches qui ont une forte valeur ajoutée, une moyenne valeur ajoutée et une faible valeur ajoutée. Exemple, trier vos mails, très faible valeur ajoutée. Vous pouvez tellement la déléguer à quelqu'un d'autre ou l'automatiser en partie, tout ou partie en tout cas aujourd'hui.
Et encore, je parle même pas des agents IA qui arrivent dès demain. Et donc, ça va être à peu près légendaire d'automatiser tout un tas de choses. Vous allez comme si avoir des recrutés, avoir des employés dans votre boîte, même si vous êtes tout seul, quoi. Ça va être légendaire. Mais j'ai trop hâte. Donc, le transfert, c'est identifier les tâches soit à faible valeur ajoutée, soit à haute valeur ajoutée, mais sur lesquelles vous êtes nul ou vous n'avez pas de fun, et vous allez les déléguer à une autre personne ou trouver des logiciels qui vont permettre de l'automatiser. Je vous donne un exemple. Alors, je leur fais de la pub, je travaille pas du tout avec eux, je travaille avec le logiciel Abi. Le logiciel Abi me permet d'identifier, enfin de passer 5 minutes sur de la paperasse administrative, de gestion des factures, de gestion, enfin de création des factures, de gestion des factures, de triage de la TVA et déclaration à l'URSSAF, toutes ces choses-là, ça me permet d'avoir la visu en temps réel sur comment je performe en tant qu'entrepreneur, en termes de chiffres et en termes de finances, ok. Et donc ça, c'est des choses que je passais du temps à faire, quoi. Et en fait, aujourd'hui, il me rappelle tous les mois, tous les 3 mois, ce que je dois déclarer, etc., etc. Bref, il me gagne énormément de temps. Et donc ça me coûte genre 25 balles par mois, quelque chose comme ça. C'est ridicule le prix que ça coûte versus le temps que ça me permet de gagner et surtout l'emmerdement que ça m'évite. Donc ça, c'est le transfert. Deuxième sujet. Et le troisième, c'est le remplissage. C'est en gros, vous avez dégagé, je sais pas, 20 minutes par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour. La question à vous poser, c'est comment est-ce que je vais remplir le temps que j'ai libéré? Parce que l'objectif, c'est pas de remplir ce temps-là par du LinkedIn, par du Instagram et par des réseaux sociaux qui servent absolument à rien. C'est plutôt d'être le plus efficace possible et d'identifier des leviers que vous allez pouvoir utiliser, sur lesquels vous allez pouvoir appuyer dans le temps que vous avez libéré. Donc, un, on est sur l'audit, deux, on est sur le transfert, et trois, sur le remplissage. Et le remplissage, c'est souvent quelque chose qui est hyper négligé, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on remplit de manière la plus efficiente possible, qui a toujours un ratio entre génération de valeur et tâches agréables à faire. Le troisième chapitre, c'est ce que Dan Martel appelle le Drip Matrix. C'est un framework qui vous permet de mieux investir votre temps. Il faut imaginer du coup deux axes. X, c'est ce qui va vous donner de l'énergie, et Y, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Donc ceux qui sont sur YouTube, ils ont moins de mal à suivre. Désolé pour ceux qui écoutent dans vos douces oreilles, ma douce voix. En bas à gauche, vous allez avoir tout ce que vous devez déléguer ou supprimer. En haut à gauche, vous allez avoir tout ce que vous allez devoir remplacer, donc c'est-à-dire embaucher quelqu'un pour remplacer ce que vous n'aimez pas faire. En bas à droite, vous avez tout ce qui est formation, compétences, mindset. Et en haut à droite, vous avez la production, donc le travail qui vous passionne, sur lequel vous avez un haut niveau de levier, d'accord. C'est-à-dire que pour un, vous récupérez trois, d'accord. Donc vous investissez du temps, mais ça vous rapporte beaucoup de choses. Et donc en fait, l'objectif de ce quadrant, ça va être d'aller évidemment en haut à droite. Donc d'identifier toutes les tâches que vous allez faire, essayer de les ranger en haut à gauche, en bas à droite, etc., etc., de sorte à ce que vous vous concentriez uniquement sur les actions qui ont du fort effet de levier. Et encore une fois, on se rend compte, enfin, à chaque fois que j'interviens dans une boîte, 100% du temps, je me rends compte qu'il y a plein de choses que les gens font, soit parce que on a toujours fait comme ça et on ne sait pas trop pourquoi on le fait, soit parce que on remplit le temps, on est busy, on est actif, on fait des choses, mais on ne fait pas des choses qui ont de l'importance. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé dans la dernière boîte où j'ai bossé, pas celle la dernière actuelle, mais celle d'avant, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, notamment en marketing, faisaient du reporting, de reporting, de reporting. Et pour faire ce reporting, en fait, on avait besoin de 3-4 personnes. Mais en fait, c'était lunaire parce que les reportings, on les consultait jamais. Donc, quel est l'intérêt de consulter un reporting de créer un reporting si personne ne le lit? Et c'est pareil pour la boîte sur laquelle je suis actuellement. Il y a un système de replay qui prenait énormément de temps à une personne de les mettre en ligne. En fait, personne ne lisait. Personne ne lisait ce replay. Donc, aucun intérêt, encore une fois, de passer du temps à faire ce truc-là si personne ne le regarde. Et encore une fois, c'est toujours pareil. Et il faut toujours essayer de penser le ratio temps versus emmerdement versus est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça a vraiment un effet de levier in fine dans une entreprise. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et c'est le chapitre 4, c'est à partir de quel moment est-ce que c'est intéressant de déléguer, de buyback du coup, le temps, donc de racheter le temps passé sur une tâche X. En fait, il y a une équation qui est très simple que vous pouvez mettre en place. Vous allez prendre votre revenu annuel. On va prendre du coup un revenu de 200 000 euros par an. Bon, j'imagine qu'il y a 95% des personnes qui vont écouter ce podcast qui gagnent moins que ça, mais néanmoins, ça sera plus simple pour les calculs juste après, et c'est pour ça que je me permets de prendre ce niveau de revenu-là. On va diviser ces 200 000 euros par 2000 heures. Pourquoi 2000 heures? Parce que c'est à peu près le nombre d'heures que vous avez travaillé dans une année. Normalement, c'est plutôt 1600 heures en France, mais on va arrondir en disant que vous allez faire quelques heures sup, donc 2000 heures par an. Ça nous fait donc 100 euros
par jour à ce niveau de revenu-là. D'accord? Et du coup, Dan Martel, du coup, sur lequel je me suis appuyé pour cette vidéo, il conseille d'appliquer un facteur 4 pour savoir si c'est rentable ou pas, d'automatiser tout ou partie des tâches que vous avez identifiées. Et donc, en fait, vous allez diviser 100 par 4, ce qui équivaut à 25. Donc, dans un cas où vous gagnez 200 000 euros par an, eh bien, en fait, toutes les tâches qui vous coûtent moins que 25 euros par heure vont avoir un intérêt à être automatisées ou déléguées. Donc, vous allez identifier toutes les tâches que vous faites dans la journée et toutes celles qui vous coûtent moins que 25 euros de l'heure, si vous gagnez encore une fois 200 000 euros par an, eh bien, vous allez les déléguer ou trouver des logiciels qui vont vous permettre d'automatiser cette tâche-là. D'ailleurs, si vous ne savez pas définir si c'est intéressant ou pas d'automatiser une tâche et de passer du temps du coup à mettre en place l'automatisation sur une tâche, eh ben en fait, il y a un site qui s'appelle Ça vaut le coup avec un point d'interrogation et ça vous permet d'identifier en fonction du temps passé pour estimer, pour mettre en place l'automatisation et puis la rentabilité de l'automatisation, si ça vaut le coup, effectivement, de passer du temps à l'automatiser ou pas. C'est le petit tips que du coup, je vous laisse dans l'oreille. Donc, le site web sur lequel vous pouvez aller qui s'appelle Ça vaut le coup avec un point d'interrogation. Donc maintenant, on sait identifier les tâches qu'on a intérêt à automatiser ou déléguer ou pas. Maintenant, la cinquième question, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous prend du temps dans une semaine. Et bien en fait, c'est le chapitre 5. On va appeler ça les 5 assassins du temps. Il y a 5 profils qui vont tout le temps nous prendre du temps quand vous allez produire des choses, travailler avec des gens ou autre. Le premier profil, ça va être le staller. Le staller, il va repousser tout le temps les décisions à plus tard. Ça, c'est le pire truc qu'on peut trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vaut mieux prendre une mauvaise décision plutôt que pas de décision tout de suite, parce que au moins de prendre une mauvaise décision, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Je sais plus ce que j'écoutais là il y a récemment, mais en fait, c'était, je crois, que c'était Cody Sanchez qui expliquait que, en fait, son avantage concurrentiel expliquait que quand ses concurrents avaient l'idée de mettre en place quelque chose et qu'ils en parlaient du coup mardi prochain, et ben elle en fait, elle avait déjà mis en place le truc depuis mardi dernier. Et en fait, quand les autres commençaient à discuter, donc le mardi prochain, de l'idée, elle avait eu le temps de se planter 3 fois sur la même idée. Et donc en fait, que c'était beaucoup plus rentable de mettre en place ces trucs, de se planter et d'itérer, donc de changer un petit peu la méthode de télétravail, etc., plutôt que de rien mettre en place du tout et puis de procrastiner le fait de prendre une décision ou pas, de peut-être se lancer un jour. D'accord? Donc, vaut mieux prendre des décisions rapides plutôt que de pas en prendre du tout, ou en tout cas repousser le moment où vous allez les prendre. Vaut mieux se planter, vaut mieux échouer des trucs plutôt que de pas le faire du tout. Le deuxième point, ça va être le démon de la vitesse, le speed demon. D'accord? Le speed demon, il va aller beaucoup trop vite sans aucune réflexion. C'est le gros bourrin. Et là, c'est l'inverse en fait. Il sait pas où il va, mais il y va. Et donc, c'est typiquement les profils un peu girouettes qui vont vouloir mettre en place plein de choses, qui vont être défocus, qui vont vouloir mettre en place plein de projets différents. Mais par contre, donc, ils vont aller très très vite sur plein de trucs, mais qui vont jamais aller au bout des choses. Et donc, forcément, pour récolter l'effet de levier sur une tâche que vous allez mettre en place, il faut aller au bout du projet. Sinon, en fait, c'est comme si vous aviez planté un arbre fruitier, mais que vous ne récoltiez pas les fruits au bout. Vous avez passé beaucoup de temps à le faire pousser, mais en fait, vous n'allez pas au bout du projet, quoi. Le troisième point, c'est le superviseur. Le superviseur, ça c'est le micromanager. Vous avez probablement tous connu un micromanager. Le micromanager, c'est typiquement le mec qui va recruter des gens pour déléguer certaines tâches, et donc sur le principe, c'est très bien. Mais par contre, il va surveiller tout ce que vous allez mettre en place. Il va tout regarder dans le détail du détail, le nombre d'appels que vous avez passés dans la journée. Est-ce que tel projet, il a bien avancé? Est-ce que vous avez envoyé tel mail? Il va regarder le mail que vous avez envoyé pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc., etc. Bref, le micromanager. La confiance n'exclut pas le contrôle, évidemment, mais avoir des règles qui n'ont aucun sens et surtout du micromanagement qui n'a aucun sens, c'est ridicule en fait. Autant pas recruter, il faut autant continuer à faire vous-même les choses. Donc encore une fois, si vous avez peur de déléguer, c'est le process qui va faire la réussite de votre délégation. Donc si vous avez peur qu'on fasse n'importe quoi et que c'est très critique de votre côté, ce dont je doute fortement au passage, en fait, rédigez des pages Notion de checklist, d'étapes par lesquelles votre collaborateur doit passer. Comme ça, en fait, vous êtes sûr et certain que il va faire la bonne méthode. Il n'y aura plus qu'à vérifier qu'il a appliqué la méthode plutôt que vérifier qu'il a créé une méthode, une manière de faire. Donc pour ça, c'est hyper simple en fait. Juste écrivez le process, faites appliquer le process. That's all. Plutôt que de superviser de manière complètement ridicule tout ce que va faire vos collaborateurs en peut-être estimant que ça va être bien fait ou pas. Le saver, donc c'est l'économisateur, on pourrait dire en anglais, celui qui va save, donc qui va économiser
plus qu'il ne faut. Donc c'est celui qui va être radin en fait. C'est le rat ultime. Alors moi je suis un gros rat ultime, mais par contre je sais qu'il faut investir dans certains sujets. Et c'est pour tous les sujets d'investissement, les dépenses inutiles qui pourraient être évitées, j'ai beaucoup de mal à les faire. En revanche, quand il s'agit de acheter des outils qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite, mettre en place des investissements, mettre en place des choses qui vont vous faire gagner du temps et de l'argent, j'ai aucun problème à le dépenser et même peut-être un peu trop frénétiquement. Genre, si je veux dire, tous les gadgets d'optimisation de mon moral, de mon sommeil, etc., je suis hyper friand de ça parce que je sais qu'une amélioration incrémentale de 5% de mon sommeil, ça va avoir un effet de levier qui est monstrueux sur tout le reste de ma vie. Et donc, bah, forcément, j'ai aucun mal à dépenser mon argent là-dedans. Et c'est exactement pareil au travail. L'acquisition d'un logiciel, sur le moment, c'est une dépense. Mais si cette dépense, c'est toujours pareil, je dis toujours ça avec mes clients. Oui, c'est cher, mais par contre, si je mets dans un distributeur une pièce de 1 euro que j'en récupère 3, bah, en fait, il n'y a pas de sujet. Moi, je le dépense 1000 fois. 1000 fois, je dépense une pièce de 1 euro et je récupère 3 pièces de 1. Donc, c'est en fait toujours cette approche héroïste en fait, qu'on va essayer de déterminer. L'idée, c'est pas de dépenser de l'argent comme ça, comme si on en avait trop. L'idée, c'est évidemment d'être frugal dans la dépense, mais par contre, de pas hésiter à envoyer de la sauce quand il faut dépenser pour de l'investissement et pour des choses qui vont nous rapporter de l'argent. Et même, par exemple, les team building, l'effet d'un team building sur la motivation de votre collaborateur, je sais pas si vous comprenez le coût de recrutement d'une personne en termes de temps passé, en termes de personnes vues dans l'entretien, en termes d'onboarding, de formation, etc. Donc, calculer ce truc-là plutôt que le fait de garder cette personne 1, 2, 3, 4, 5 mois de plus, bah, en fait, votre ratio, il est fait, mais direct, quoi. Il n'y a pas de sujet. Donc, encore une fois, un team building, ça peut être une dépense, vu comme une dépense, mais si ça me permet de garder 3, 4, 5 ou 6 mois des collaborateurs dans la boîte, en plus, bah, en fait, je le paye 10 000 fois parce que c'est hyper rentable, quoi. Il n'y a pas de sujet. Et ça, je parle que sur un axe d'évaluation qui est combien de temps je garde la personne dans la boîte et combien de temps j'ai pas à dépenser dans un nouveau recrutement. Encore une fois, si je pars trop vite, envoyez-moi des commentaires, envoyez des messages privés parce que moi, c'est les choses qui me passionnent et donc je mets beaucoup de fougue et je vais vite dans ma réflexion. Mais voilà, vous l'avez compris, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. J'ai essayé de faire des liens avec plein de cas d'usage pour que ça vous parle et que ça soit hyper concret pour vous, quoi. Le cinquième point, c'est le self-médicator. Donc self-médicator, c'est la personne typiquement qu'on va retrouver en commercial généralement, et j'ai été, je pense, pas mal exposé à ce sujet-là. C'est la personne qui va avoir trop de croissance, trop d'énergie dépensée, son métier va le bombarder. Et donc, en fait, il va fuir son mal-être, en tout cas la fatigue qu'il va éprouver dans la bouffe, dans les jeux, dans les drugs, dans, par exemple, je sais pas, la malbouffe, dans le fait de mal manger, dans le fait de pas bouger, enfin, le fait de, je sais pas, fumer le pétard après manger, bref. Tout ça, c'est des comportements qui vont permettre de décharger l'émotionnel, décharger du stress qu'on aura accumulé dans notre journée de travail. Et donc ça, évidemment, sur le long terme, vous l'avez compris, hein, c'est pas du tout ce qu'on va privilégier comme comportement. Au contraire, hein, ces personnes-là aiment avoir des pics de dopamine, d'avoir des pics d'émotions dans leur journée, ce qui implique du coup une descente, donc des crashs. Ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus stable possible et avoir des bonnes. Si on a des pics, c'est des bons pics. Je vous donne un exemple, le pic de dopamine induit par l'exposition au froid, on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir un effet sur de la dopamine sur le long terme et donc pas avoir un truc qui va nous bombarder en termes de dopamine. D'accord. Donc, ça, c'est le self-médicator. Donc, c'est une personne qui va se prescrire lui-même des médications au sens de produits qui vont influencer son moral, son humeur, sa fatigue, etc., etc. Le sixième chapitre, du coup, maintenant qu'on a vu les différents types de profils, ça va être d'analyser votre propre situation. Où est-ce que vous en êtes? C'est de comprendre les 3 échanges possibles que vous allez peut-être expérimenter dans votre carrière. Il y a 3 échanges possibles que vous allez faire en termes de temps et en termes de temps, en fait. Le premier échange possible, ça va être en tant qu'employé. Et encore une fois, l'employé, c'est pas un gros mot. Il y a des très très belles boîtes qui peuvent vous rendre employé. Je suis moi-même employé aujourd'hui et j'en suis très fier. Je suis très heureux d'être employé. Et, en tant qu'employé, vous allez échanger votre temps contre de l'argent. Alors, il y a plein d'autres éléments qui vont se greffer à ça. Par exemple, l'expertise, peut-être d'être mentoré, d'être managé par un manager qui est génial et du coup, ça va vous permettre de gagner plein de choses, d'accord, en termes de compétences, par exemple, que vous allez pouvoir monétiser derrière. Donc ça, c'est la première modalité. Deuxième modalité, ça va être que vous êtes entrepreneur. Vous allez échanger votre argent contre du temps, d'accord. Votre argent parce que vous avez payé des gens pour bosser pour vous et donc vous allez échanger de l'argent contre du temps.
Le troisième point, ça va être que vous allez être un empire builder, c'est-à-dire que vous allez créer des empires. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir un capital financier, de l'argent que vous allez pouvoir mobiliser pour gagner de l'argent. Et donc là, c'est le moment où vous avez déjà niqué le game. C'est-à-dire que vous avez tellement, c'est ce que Naval explique quand il explique sa théorie de comment est-ce qu'on devient riche. C'est un des trois leviers qu'il va mettre en avant. C'est qu'il va, en fait, vous allez pouvoir avoir de l'argent que vous allez pouvoir faire travailler, ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. D'accord? C'est trois manières de gagner de l'argent finalement. Et donc, votre but, à vous, ça va être de passer à l'étape 3, ni plus ni moins. Ça va être de créer un système où l'argent travaille pour vous. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bossé, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mettre en place des 80 heures de travail par semaine, peut-être parfois. Mais pour autant, l'idée, ça va être de comprendre dans votre système actuel, même en tant qu'employé, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour faire plus de travail dans un moins de temps. D'accord? Et encore une fois, on a un boulevard monstrueux avec l'IA qui se présente devant nous. Ça serait vraiment dommage de passer à côté et de ne pas vous former sur ça. Je pense aujourd'hui, sincèrement, que je parle plus à ChatGPT que je parle à ma famille, mes potes et ma meuf. Parce que j'ai une stimulation intellectuelle qui est monstrueuse et qui me permet d'aller bien plus vite. Et en fait, il n'y a pas besoin de prendre de repos. Donc c'est limite un peu fatigant. Parce que concrètement, moi, j'ai besoin de repos. Je suis pas encore une machine. Donc là, l'idée, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comprendre le système dans lequel vous êtes aujourd'hui et savoir un peu demain qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour automatiser toute une partie de choses qui vont permettre de, in fine, aller sur l'étape 3 qui est de créer un système où l'argent travaille pour vous. Ok, maintenant que vous savez dans quelle catégorie vous êtes, qu'on a identifié les différents assassins du temps, comprendre les échanges possibles, on a compris combien vaut une heure de votre temps, on a compris la drip matrix, on a compris la buyback loop, etc. En fait, maintenant, il va falloir appliquer ce fameux audit dont je vous ai parlé tout à l'heure et comprendre un peu où va vraiment votre argent. Quand vous dépensez du temps, c'est-à-dire que vous dépensez votre argent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est rentable ou pas concrètement au jour le jour? Et en fait, vous allez devoir mettre en place ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les 15 minutes, vous allez noter ce que vous faites. Encore une fois, ça va être relou pendant une semaine, pendant peut-être 2, 3, 4, 5 jours, peu importe. Vous allez mettre votre alarme au téléphone et en fait, c'est le seul moyen qui va vous permettre d'avoir une photocopie de votre temps et comment vous allez le dépenser aujourd'hui. D'accord? Faites-le sur une semaine, je pense que c'est ça peut-être le plus important. Ça va faire chier vos collègues parce que vous allez mettre l'alarme de votre téléphone, mais c'est hyper important que vous le fassiez et que tout le monde le fasse. Pour faire un petit parallèle, c'est exactement pareil que les personnes qui veulent faire une diète, mais qui n'ont jamais pesé et mesuré ce qu'ils allaient manger à la journée. C'est hyper important de faire ça. Moi, franchement, si j'étais prof d'école, en tout cas si j'étais directeur de l'éducation nationale, je pense que j'imposerais aux élèves pendant un an de mesurer sur un MyFitnessPal ou en tout cas sur quoi que ce soit en termes d'application de tracking, de savoir un peu, de traquer la bouffe pendant au moins un an. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte en fait, on sait pas, on n'est pas éduqué de savoir ce qu'on met en nous. Et c'est exactement pareil pour le travail, on ne sait pas en fait se dire si passer 15 minutes à traiter nos mails, c'est normal ou pas normal? Est-ce que c'est normal d'être hyper réactif quand on reçoit un mail ou pas? Sachant que le fait de te concentrer et de te déconcentrer et de te reconcentrer sur une autre tâche, ça a un coût de l'attention et ça va du coup faire que vous allez perdre énormément en termes de productivité. Donc pourquoi je faisais ce parallèle avec ce que vous allez mettre en vous, du coup, en termes de nourriture? Bah, c'est simplement que dire combien il y a de calories dans un morceau de fromage, et sachant que entre la cancoyote et le morbier, il y a un énorme écart en termes de calories. Bah, en fait, moi, même après avoir passé plusieurs années à traquer ce que je bouffe, je sais pas ce que c'est. Et c'est exactement pareil pour le travail, en fait. C'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça, il faut faire un audit toutes les 15 minutes. Vous faites ça pendant simplement une semaine et ça va vous permettre de savoir que, OK, vous avez passé 20 minutes toutes les 3 heures à la machine à café. Et vous avez le droit, hein, vous avez passé X temps à faire ça, X temps, Y temps à faire ça. Bref, vous allez avoir une photographie hyper précise de votre journée et de votre semaine de travail. Vous allez du coup avoir un certain nombre de tâches qui vont en sortir. Vous allez attribuer une valeur en euros. Alors, on va faire pour plus de simplicité, vous allez faire 3 logos. Genre niveau 1 en termes d'euros, niveau 2, donc 2 euros, niveau 3 avec 3 symboles euros. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous notez toutes vos tâches niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et si c'est des tâches niveau 3, je vous donne un exemple dans mon cas précis. Aujourd'hui, le closing au sein du cercle des marchands de biens, donc les dernières étapes de signature des contrats, c'est moi qui l'apprends. Et c'est hyper critique parce que c'est grâce à ça qu'on sait qu'on va avoir des clients ou pas. Donc forcément, ça nous permet d'accumuler du chiffre d'affaires directement. Donc c'est une tâche extrêmement critique. Par contre, des process X ou Y qui n'ont absolument aucun intérêt,
Est-ce que j'ai besoin d'être opérationnellement les mains dans le cambouis là-dessus? Absolument pas. Et d'ailleurs, je suis même pas du tout la bonne personne pour faire ça, quoi. Donc, ce que je vous recommande encore une fois, c'est d'évaluer et donner une note à chacune des tâches que vous allez faire dans la journée. Vous allez surligner en rouge ce qui vous pompe de l'énergie. On se rappelle du ratio temps versus emmerdement. Ce qui vous pompe de l'énergie et en vert, ce qui vous donne de l'énergie, sur laquelle vous êtes bon et vous mettez de la passion, de l'énergie, de l'envie. Vous allez déléguer les tâches en rouge. Et vous allez donc soit déléguer avec des humains, soit déléguer avec, je sais pas, une assistante virtuelle, soit déléguer avec des outils, et vous allez garder ce qui est en vert, tout simplement. C'est déjà le premier filtre que vous allez pouvoir mettre en place pour gagner, je dirais pas 10 heures par semaine, mais je suis sûr que vous allez pouvoir gagner, ouais, entre 5 et 10 heures par semaine sans aucun problème si vous déjà vous faites à la mano, vos comptes, à la mano votre TVA, à la mano, enfin tous vos processus de gestion administrative. Je sais pas si vous avez des locations d'appartements à gérer et que vous le faites à la main. Bon bah déjà, c'est même plus un sujet, quoi. Donc voilà. Donc il y a ce premier truc là. Donc enfin, vous allez pouvoir gagner du temps. Et si vous n'utilisez pas l'IA, c'est pas des dizaines d'heures que c'est pas un 10 heures que vous allez gagner. C'est des centaines d'heures par mois que vous allez récupérer. Et ça, c'est sans embaucher un seul salarié de plus. Donc c'est ouf. Le huitième chapitre, c'est le remplacement de ladder. Donc c'est dans quel ordre déléguer? Dans quel ordre est-ce qu'on va chercher à déléguer? D'accord. Donc il y a cinq phases de délégation, 5 personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour déléguer. Et je vous les ai rankées par ordre de priorité. Le premier job à déléguer, c'est toute la partie administrative. La partie administrative, ça va considérer la comptabilité, faire vos comptes, suivi de vos finances, mais aussi le traitement de votre agenda, le traitement de votre boîte mail. Typiquement, une assistante virtuelle vous fera ça hyper bien. Après, il y a plein d'optimisations d'outils que vous allez pouvoir mettre en place, mais clairement, la première step, je pense, c'est de mettre en place une assistante virtuelle de votre côté, d'accord? Et ça coûte pas si cher que ça au vu du temps que ça vous permet de récupérer, d'accord? Le deuxième point, c'est le delivery. Donc, c'est tout ce qui est support client, service client, onboarding. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement critique aux yeux de votre business. Et donc, vous avez intérêt à ce que ça soit hyper bien fait. Et donc, vous avez intérêt à être hyper réactif. Et si vous vous êtes splitté, donc séparé, partagé entre plein d'actions différentes, bah, clairement, en fait, l'interaction sur vos réseaux sociaux, l'interaction avec vos clients, vous n'êtes probablement pas le mieux placé pour le faire. Bonne nouvelle, il y a plein d'agents IA qui sont en train d'être créés justement sur ce cas d'usage-là. Quand vous parlez aujourd'hui super client de Doctolib, a priori, vous ne parlez pas à un humain. Et donc ça, c'est fou. C'est incroyablement fou parce que vous allez pouvoir nourrir cet agent IA de votre tone of voice, donc de votre manière de parler, de votre ton de voix. Et donc ça vous permet vous allez le nourrir de votre manière de parler, peut-être de votre voix, mais surtout de votre manière d'écrire. Et en fait, ça va générer une personne qui est comme vous, qui va parler comme vous, qui a les mêmes savoirs que vous, voire mieux. Et donc, vous allez pouvoir faire gérer cette personne-là à votre place de tout ce qui est support client, onboarding et suivi. C'est incroyable. Le troisième point, c'est le marketing. Donc, c'est la génération de leads, la génération de prospects. D'accord. Donc, ça va être toute la partie création de contenu, la partie génération de livres blancs, de e-books téléchargeables, enfin, toutes ces stratégies qui vont vous permettre de faire de l'acquisition. L'acquisition de leads, donc génération des fiches persona, la compréhension de votre client, de votre prospect, tout ça, c'est la troisième étape à déléguer. Le quatrième point, c'est la partie commerciale. Donc ça, typiquement, c'est un des sujets qui commence à être plus compliqué à déléguer et qui donc est sur vraiment la quatrième étape. Pourquoi? Parce que c'est là où vous êtes en direct relation, en accès direct avec vos clients. Donc vous n'avez pas envie de déléguer ce truc-là le plus rapidement possible. Vous n'avez pas envie de prendre un setter, un closer, un BDR, donc un AE, le plus rapidement possible parce que c'est votre image que vous jouez. Et ça, comme vous lui parlez en direct, comme c'est la personne qui va à votre place, bah en fait, faut prendre du temps pour former cette personne, pour la trainer, pour lui faire des feedbacks d'amélioration continue, etc., etc. Donc, cette personne-là, vous avez envie d'investir du temps et de l'énergie en lui et de faire quelque chose de long terme. Donc, c'est pas la première, pas le premier, pas la première personne que vous allez pouvoir déléguer. La dernière chose que vous allez vouloir déléguer, c'est le COO ou le bras droit, votre bras droit du coup, qui va permettre de prendre en charge une partie de la stratégie et qui va avoir l'ownership, donc la responsabilité des résultats. Vous savez, l'ownership, c'est un sujet qui est hyper important pour moi, mais aussi qui est hyper important tout court. C'est le croisement entre la propriété et la responsabilité. Donc, ça veut dire que vous allez embaucher quelqu'un qui est responsable d'un pôle, en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, ça peut être le COO, donc le responsable opérationnel, ou le bras droit, votre bras droit, qui va permettre de prendre en charge, par exemple, la performance financière, la performance de revenus, la performance commerciale, etc., d'une partie de votre boîte. Et donc, chaque niveau va vous libérer d'un poids.
Les premiers niveaux vont vous libérer de beaucoup de poids qui sont chiants à gérer, rébarbatifs, qui ont pas de valeur ajoutée de votre côté. Plus vous allez avancer, plus, ça va être, des actions qui vont prendre du temps, mais surtout qui sont critiques. Vous allez surtout pas embaucher, pour croître, donc c'est-à-dire que quand vous embauchez, dans un premier temps, dans cette perspective-là, vous allez pas embaucher pour dire: «Je vais faire de la croissance comme un ouf». Je vais embaucher d'abord pour récupérer du temps. Donc c'est-à-dire que pour prendre ce que vous faites et le faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui, d'accord? Parce que sinon, en fait, vous allez rembaucher des gens pour faire d'autres choses que vous faites pas aujourd'hui, donc ça va rien vous prendre, vous allez continuer de faire vos trucs et vous allez embaucher, sur des zones que vous n'avez pas couvert aujourd'hui et donc vous n'allez pas récupérer votre temps. Donc nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est embaucher pour qu'on vous récupère de votre temps, pour que vous positionniez sur ce qui a de la haute valeur ajoutée. Et maintenant, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est maintenant j'ai compris quel profil, dans quel ordre je dois recruter. Bah, en fait, comment est-ce que je fais opérationnellement pour garder le contrôle, garder l'empreinte? Parce que encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc je veux savoir ce qui se passe dans ma boîte, et je veux savoir que ça soit bien délivré, ça soit bien géré et que ça soit pas fait, n'importe comment. Et ben, en fait, du coup, vous allez appliquer une règle qui est la règle du 10-80-10. Très simple, je vous explique tout de suite. Les meilleurs entrepreneurs vont utiliser cette règle des 10-80-10. Ça est extrêmement simple. On va avoir sur 100% de delivery, d'accord? Une mission, ça va être 100%. Vous allez bosser avec vos équipes sur les 10 premiers pourcents, c'est-à-dire sur toute la phase de vision, d'intention, d'idéation, de définition de l'objectif. Vous allez bosser avec ces personnes-là, vous allez les mettre sur les bonnes pistes. Les 80% du milieu, vous allez laisser votre équipe bosser sur l'exécution de la mission et vous allez laisser votre équipe les mains dans le cambouis sur l'opérationnel, sur la réussite de cette mission-là. Et les 10 derniers pourcents, vous allez les faire avec eux. Vous allez faire la relecture, de l'ajustement et de la validation finale avec eux pour être sûr et certain que le delivery, il est excellent. Et donc, sur les 100% de la mission, vous allez bosser les 10 premiers pourcents, 10 derniers pourcents, et les 80% du milieu, vous allez laisser gérer en autonomie. C'est le modèle que un Steve Jobs qui va pas du coup concevoir opérationnellement l'iPhone, va mettre en place chez Apple. Il va valider les prototypes au démarrage, il va les montrer sur scène, et c'est à lui que va être attribué le lancement d'un iPhone. Ok. Et c'est exactement pareil pour toutes les boîtes. 10, 80, 10. Pour avoir lu quand même beaucoup de biographies, d'autobiographies et même de contenu sur la productivité, sur les grands entrepreneurs, en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les plus grands entrepreneurs, ils sont capables de gérer une boîte, mais comme ils sont capables de gérer 400 boîtes, comme ils sont capables de gérer plus de projets que ça encore. Et comment est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils sont capables de déléguer à 100% leurs actions qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et à ce niveau-là, en fait, tout, si on était, enfin, si nous, on évaluait leurs actions à faible valeur ajoutée, nous, on considérait que c'est de la très, très haute valeur ajoutée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ils vont pas juste déléguer comme ça et puis attendre que ça se passe. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déléguer à des personnes et donner, en fait, des playbooks, des process qui font que, ils vont être sûrs à 100% que l'exécution de leurs actions est bien faite de la manière dont eux, ils veulent que ça soit fait. Mais si on prend un petit peu de hauteur, si vous voulez scaler, si vous voulez accélérer dans votre poste, vous allez devoir vous extraire de l'opérationnel. L'opérationnel étant relatif, hein, en fonction des personnes. Mais en fait, quand vous allez déléguer une tâche, vous n'allez pas déléguer 80%, vous n'allez pas déléguer 95%, vous allez déléguer 100%. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Et donc, pour ça, il faut créer des process, des playbooks. Et c'est ce qui nous amène du coup au chapitre suivant. Le chapitre suivant, c'est les systèmes McDo. Les systèmes McDo, on a tous l'image de McDo. Quand vous allez visiter un McDo, que vous soyez à New York, à Sydney, en France ou à Rome, et ben en fait, vous allez avoir un Big Mac qui est identique, ou en tout cas quasiment identique. Il y a des variations de goût, hein, d'ailleurs entre les différents pays, mais en termes de look, c'est quasiment le même. Pourquoi? Parce que McDo a standardisé chaque geste que les employés vont effectuer à l'intérieur de ces McDonald's. D'accord? Ils ont mis en place non seulement une standardisation des gestes, mais aussi une standardisation du monitoring de ces gestes. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce qui veut dire que pour être capable de bien déléguer et de le faire en sécurité sans que ça soit le sbeul dans votre organisation, dans votre équipe et même dans votre exécution au jour le jour si vous êtes contributeur individuel, vous allez devoir mettre en place 4 choses. Première chose, vous allez devoir vous filmer en train de faire les choses,
train de faire la tâche que vous voulez déléguer, d'accord? Vous allez vous montrer en fait comment vous le faites opérationnellement. Le deuxième point, vous allez devoir rédiger un tuto documenté pas à pas. D'ailleurs, il y a des logiciels qui sont super bien faits sur base d'IA qui vont permettre de filmer votre écran et d'écrire en fait un process en fonction de ce que vous faites et des clics que vous réalisez. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message et je vous donnerai la référence du logiciel. 3, vous allez définir une cadence, donc une fréquence à laquelle vous allez exécuter votre tâche et à quelle fréquence vous aimeriez que ça soit exécuté. Et 4, vous allez rédiger une checklist de contrôle final qui va faire une sorte de contrôle qualité qui va vous permettre de savoir si, oui ou non, la personne à qui vous avez délégué a bien exécuté l'opération et surtout qu'elle-même puisse s'auto-évaluer sur l'exécution de cette opération-là. Ça veut dire qu'on a 4 sujets là qui vont vous permettre d'être sécurisés sur le fait de déléguer vos actions. Et ça, c'est hyper important. Et donc, c'est la méthode McDo que je vous livre juste à présent. Et c'est ce que je vous invite à faire, ce que je vous invite à considérer à chaque fois que vous essayez de déléguer quelque chose dans une organisation. C'est hyper important, en fait, parce que, encore une fois, le nombre de fois où j'ai vu des entrepreneurs répondre à des messages Slack tout au long de la journée, et c'est 3, 4, 5 fois les mêmes questions, ou alors des jeunes chefs d'équipe qui viennent de prendre leur poste, par exemple des chefs d'équipe commerciale, où tu as un commercial qui pose la question à son manager et 2 jours après, il y a un autre commercial qui pose exactement la même question, bah ça, c'est pas normal. Donc, vous pensez toujours à l'échelle. Si on vous pose 1, 2, 3, 4, 5 fois la même chose, faites une page Notion, rédigez le process et vous faites copier-coller et terminé, vous n'avez plus besoin de répondre à cette question-là. Évidemment, ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau du jour au lendemain. C'est à force qu'on me pose les mêmes questions et les mêmes questions et les mêmes questions que je me suis dit, OK, en fait, là, c'est trop chiant. J'en ai plein de répondre à ces questions-là. Donc, je vais rédiger un truc, un process qui va me permettre de juste avoir à copier-coller et terminer, emballer rideau, quoi. Les 3 derniers chapitres, ils vont se concentrer vraiment sur votre agenda et comment est-ce qu'on organise un agenda. Et ça, j'en ai déjà parlé dans quelques autres épisodes. Comment est-ce qu'on organise un agenda pour être sûr et certain de tout faire rentrer et d'optimiser le plus possible et d'utiliser en fait votre agenda comme un levier de performance. Déjà, la première chose, c'est que vous allez définir ce que j'appelle la perfect week, donc la semaine parfaite. L'agenda, c'est pas un cimetière de tâches, c'est un outil qui va vous permettre d'être plus concentré et avoir plus d'énergie. La première chose que vous allez faire quand vous allez regarder votre semaine de travail, c'est que vous allez définir les gros sujets, les big rocks, les grosses pierres, les gros morceaux. Quelles sont vos priorités sur la première semaine? Moi, je comprends pas, hein. Il y a des gens, ils arrivent le lundi au travail, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais ça, pour moi, c'est inadmissible déjà, parce que le niveau d'attente, il doit être largement plus élevé que ça. Ils attendent pas que leur manager leur dise bah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, ça c'est ta prio. Non, quand vous arrivez déjà le vendredi avant de partir, vous savez le lundi ce que vous devez faire en priorité. C'est quoi les 3 grosses priorités de la semaine? C'est quoi la grosse priorité de la semaine? Et comment est-ce qu'on va faire que cette semaine soit une semaine réussie? Ça, c'est la base de base. Si vous savez pas ça quand vous arrivez lundi au travail, c'est un gros problème, quoi. C'est un gros problème. Et vous avez le pire truc qui peut vous arriver, c'est d'arriver devant la plage blanche et de ne pas savoir quoi faire, quoi. Ça, c'est terrible. Donc, vous allez définir les grosses priorités de la semaine et vous allez les faire rentrer dans votre agenda. Ça ne suffit pas de les avoir sur votre to-do list. Chaque chose de votre to-do list doit avoir une place dans votre agenda. C'est hyper important parce que sinon, vous allez juste décaler votre to-do list et vous n'allez jamais l'exécuter. Si vous avez une tâche X à faire, répercutez cette tâche X dans votre agenda. Prenez l'engagement fermement que mercredi à 14h, vous allez faire cette tâche-là. Sinon, la semaine prochaine, on se redit la même chose. La deuxième chose, c'est le batching. Comme vous avez vu ces super vidéos sur Instagram, il y a des gens qui vont cuisiner le dimanche pour toute la semaine. Et ben, c'est exactement pareil pour le travail. Vous allez identifier les tâches qui sont similaires et vous allez les faire tout en même temps. Exemple, vous avez 3, 4, 5 rendez-vous commerciaux dans la journée. Bah, plutôt que de faire rendez-vous commercial, mail récap, synthèse des notes dans le CRM, rendez-vous commercial, synthèse, nanana, et ça 3, 4, 5 fois dans la même journée, bah, en fait, vous allez faire tous vos rendez-vous commerciaux et ensuite, vous allez faire vos synthèses tout en même temps et ensuite, vous allez faire vos mail récap tout en même temps. Pourquoi? Parce que vous allez être beaucoup plus, enfin, encore une fois, votre cerveau, il réfléchit en termes de typologie de tâches et pas en termes de linéarité, de séquence A, B, C. Il vaut mieux faire A, B, 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 etc., plutôt que de A, B, C, A, B, C. Votre cerveau, il fonctionne pas comme ça, il fonctionne comme le premier mode, d'accord? Donc, c'est hyper important de savoir comment votre cerveau fonctionne pour pouvoir derrière l'appliquer au jour le jour, d'accord? Donc, ça, c'est le deuxième point, le batching. Le troisième chose, l'énergie. En fait, vous devez vous connaître, vous devez savoir si le matin, vous êtes bon sur la création, sur l'idéation, sur le fait de réfléchir, ou si vous êtes bon en rendez-vous commercial. Je sais par exemple que mes rendez-vous commerciaux, je les mets l'après-midi.
le matin, je dois avoir du silence, je dois bosser sur les projets long terme parce que c'est le moment où mon cerveau, il est connecté, il est fort, il est limpide, il est sharp, d'accord? Je suis aiguisé. Et donc ça, bah, faut vous connaître, hein. C'est ni plus ni moins que ça, je peux pas vous dire mieux. 9h30 le matin, j'ai envie de tuer les gens, donc forcément, c'est pas le meilleur moment pour faire des rendez-vous commerciaux. Par contre, l'après-midi, c'est un peu mieux. Je sais que je suis un peu dans le down de l'après-midi parce que je suis levé à 5h30 le matin et donc forcément à 14h, si j'ai des interactions avec des gens, pas m'endormir. Donc ça m'oblige un petit peu entre guillemets à être le plus présent possible et à mettre de l'énergie. Le quatrième point, c'est le net time. C'est en fait de combiner des moments de manière maligne. Exemple, au lieu de faire votre one-one, donc votre rendez-vous hebdomadaire avec votre manager autour d'une table un peu chiante, bah, en fait, allez le faire en marchant. Dehors, vous allez joindre l'utile à l'agréable, vous allez en plus optimiser votre synthèse de différentes hormones parce que vous allez prendre la lumière dans vos yeux, dans votre peau et donc ça va être génial, vitamine D, etc. Trop cool. Et bref, il faut essayer de trouver en fait, de joindre l'utile à l'agréable. Exemple, si vous avez regardé une série Netflix, bah, marcher en même temps sur un tapis de marche. Comme ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, essayer de trouver des petits hacks, des petites astuces qui vont permettre de croiser les choses en même temps. Je sais pas, écouter un podcast en faisant à manger, faites le ménage en écoutant un épisode de Système. Bref, vous avez compris l'idée. Essayez de joindre l'utile à l'agréable. Et ça, en fait, ça va permettre d'optimiser tout ça et de gagner du temps, en fait. C'est comme une recette de cuisine. Quand vous avez une tâche X qui prend 15 minutes et sur laquelle vous n'avez pas faut rien y faire, vous avez juste à attendre, genre faire cuire des pâtes. Bah, en fait, ça sert à rien de couper les légumes et ensuite faire cuire les pâtes. Vous allez d'abord mettre les pâtes à cuire et pendant que vous avez 15 minutes à attendre, bah, vous allez couper les légumes. Comme ça, vous joignez l'utile agréable. Vous synergisez les différentes tâches en même temps. D'accord? Il faut penser vraiment comme ça en termes de travail. Genre, vous allez donner une requête à ChatGPT qui est long terme et en même temps, vous allez travailler A, B, C, D, répondre à des mails, etc. le temps que ChatGPT réponde. D'accord? Toujours essayer de penser à ça et c'est pareil avec vos collaborateurs. Vous allez les envoyer sur une tâche, leur donner la patate chaude. Le temps qu'ils fait cette tâche-là, vous allez faire d'autres choses en même temps et vous allez vérifier avec eux une fois que c'est terminé et du coup vous redonner de la présence à la fin. D'accord? Je sais pas si je suis très clair, mais je pense que je suis pas trop mal. Donc ça, c'était la Perfect Week. Maintenant, le chapitre 13, c'est 4 hacks que je vais vous donner qui vont permettre de tout changer. C'est des principes qui sont notamment influencés par la lecture que j'adore. C'est mon livre préféré ever, d'accord, sur la partie business. C'est No Rules Rules, donc une règle, pas de règle, qui est en fait un bouquin qui s'inspire de la culture de Netflix, qui explique comment est la culture de la performance chez Netflix, d'accord. Et en fait, ces règles-là sont un petit peu, enfin certaines sont extraites de ce livre-là. Et la première règle, c'est de donner la liberté à vos collaborateurs de dépenser de l'argent sans contrôle. Donc encore une fois, dans la limite qui vous va, par exemple moi dans la limite qui me va c'est 50 €, d'accord? Dans la limite de 50 €, je fais confiance à mes collaborateurs pour savoir que c'est comme s'ils dépensaient leur argent, donc de dépenser de la bonne manière cet argent-là. S'ils ont besoin d'acheter un livre qui va leur permettre de développer, d'être plus efficaces sur leur métier, s'ils ont besoin d'acheter un logiciel qui vont permettre d'être plus efficients, etc., etc., eh ben, ils peuvent le faire en fait, hein. C'est exactement cette idée-là. C'est en fait, encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais ça sert à rien de mettre en place des règles rigides et de pas donner. Enfin, je vais faire confiance par défaut plutôt que de vouloir contrôler, d'accord? La confiance plutôt que le contrôle. C'est plutôt ça enfin voilà, ma manière de fonctionner. Évidemment, la confiance, ça se gagne. La confiance, ça se retire. Et encore une fois, comme disait oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et j'ai pris une énorme claque dans la tête quand j'ai compris en fait que mes collaborateurs actuels n'étaient pas nés quand Harry Potter est né et donc n'ont pas compris ma blague de mon oncle Ben puisque Spider-Man a priori ça a pris un petit coup de vieux, ça en tout cas ça date et donc forcément waouh, je me suis dit wow, là j'ai pris un vrai coup de vieux quoi. Bref, c'est un autre sujet. Le deuxième point de ça, c'est que on est des machines de process, de routine, d'habitude, d'accord. Les humains fonctionnent comme ça et c'est ok. Et c'est exactement pareil au travail. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire de l'original. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une réunion qui est dans le même ordre systématiquement et qui est une réunion récurrente, bah en fait, tous vos meetings doivent être organisés avec un ordre du jour récurrent, de la même manière, de semaine en semaine, de jour en jour. Vous devez passer par l'étape A, B, C, D, et c'est toujours pareil. Vous ne devez pas commencer à inventer d'autres ordres du jour d'une fois à l'autre. Juste prenez le template et copiez-collez-le d'une semaine à l'autre, d'accord?
tous les agendas de la même typologie ont le même ordre du jour, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Toutes les semaines, vous devez avoir les mêmes rendez-vous qui reviennent. Toutes les semaines, vous devez avoir les mêmes choses qui reviennent. Bref, globalement, vous devez avoir des process, des habitudes. L'objectif, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer le taylorisme, la dissection de différentes tâches à la semaine de travail, hein, tout simplement. Donc, par exemple, je vous le donnais en 1000. J'aime avoir mes rendez-vous commerciaux l'après-midi. Bah, tous les jours, je vais avoir mes rendez-vous commerciaux l'après-midi. Puis c'est comme ça, quoi. Et tous les jours, je me pose pas la question de ce que je dois faire. Je fais juste mes rendez-vous commerciaux, quoi. Le troisième point, ça va être de définir des critères de performance. La plupart des collaborateurs qui échouent, qui ne sont pas au niveau d'attente, c'est pas de la faute des collaborateurs, c'est pas de la faute d'un mauvais recrutement. Et ça, c'est la bonne excuse que les managers qui sont mauvais adoptent. C'est en fait la cause de vous n'avez pas défini vos critères de succès. Et ça, c'est un vrai sujet parce que tout le monde a des critères de succès qui sont mesurables. C'est la personne qui va changer le papier toilette dans les toilettes. Il a un critère de succès. Est-ce que c'est fait ou pas? Oui, non. Tout le monde peut mesurer du succès. C'est plus facile quand on est commercial, ça c'est certain. C'est plus compliqué quand on est dans le marketing, quoique, mais c'est totalement jouable quand on est dans la finance, quand on est dans n'importe quel pôle d'une boîte. Il suffit en fait de définir notre travail en termes de critères de réussite, en termes de critères de succès. Mon niveau d'attente, c'est A, B, C, D, critères factuels. Si tu as atteint ce truc-là, si tu achieves ce truc-là, alors tu es en réussite. Si tu n'es pas en réussite, parce que tu n'as pas validé un ou deux critères de succès. D'accord? Et ça, en fait, il faut le définir pour chacune des fiches de poste parce qu'on améliore que ce qu'on mesure. Et si vous n'êtes pas capable de dire que cette personne elle est en succès ou pas, en fait, et qu'elle n'est pas en succès pendant plusieurs mois et plusieurs semaines, c'est pas de lui rendre service, de le laisser dans l'organisation. C'est le pire service que vous pouvez lui rendre. Laisser une personne en échec dans une organisation, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la personne. C'est une catastrophe en termes de développement professionnel. Le quatrième point, pour moi, il est hyper important parce que j'en suis vraiment un fervent défenseur. C'est la règle 1-3-1. Le nombre de personnes qui sont venues me voir en disant « PE, j'ai un problème, t'en penses quoi ?» Ça, c'est cartouche direct. Ça, c'est intolérable dans un environnement de forte croissance. On n'est pas à la DDE. Quand vous venez me voir avec un problème, c'est hors de question que je vous donne des réponses. Ce que vous devez faire, c'est que quand vous avez un problème qui est identifié, évidemment que je vais vous aider, mais vous devez avoir réfléchi à des pistes de solutions. C'est extrêmement important, sinon vous allez rester dans une position d'exécutant et le jour où je suis plus là, vous êtes mort. C'est insupportable en tant que manager et vous ne devez pas tolérer ce truc-là quand vous employez, quand votre équipe vient vous voir avec un problème. Quand vous venez me voir avec un problème, vous devez avoir réfléchi à 3 options et une recommandation. Hello PE, j'ai tel problème. Bon, j'ai déjà réfléchi, j'ai pensé à A, B, C. Ma recommandation, ça serait plutôt que de prendre B. Toi, t'en penses quoi? Et là, on peut tabasser. Là, on peut avancer et là, on peut être efficace. Mais c'est insupportable de ne pas faire ce framework-là, de ne pas l'appliquer. Et ça, dans mon équipe, je suis un putain d'intolérant. Je suis un putain de psychopathe si les personnes viennent me voir avec des problèmes sans solution. C'est l'équipe qui choisit, c'est la personne, le contributeur individuel qui va choisir, c'est moi qui vais aider à prendre la décision. Mais appliquer cette putain de règle 1-3-1, c'est hyper important. C'est, je pense, un des trucs les plus importants pour l'éducation de vos collaborateurs. Sinon, vous allez continuer à les gaver, à leur donner une position d'exécutant et vous allez continuer à les materner ou les paterner. Et c'est pas du tout comme ça qu'une entreprise scale et votre boîte ne va jamais décoller. C'est impossible. Et on arrive sur le dernier chapitre. Vous sentez qu'il y a des sujets qui me prennent au cœur et qui sont hyper importants pour moi. Donc, c'est en gros, comment est-ce qu'on va faire pour planifier l'année à l'avance, en fait. Encore une fois, il y a des temps forts dans l'année. J'ai déjà parlé du moment où je vais faire des pushs et des moments où je vais stabiliser l'organisation dans mon année. En fait, c'est exactement pareil dans le business. Il y a des moments où vous allez devoir mettre en place des choses et des moments où vous allez être plus tranquille. D'accord? Il va falloir en amont de l'année. Donc, par exemple, là, moi, j'ai l'année qui est organisée jusqu'à mi-2026, grosso modo. Vous allez devoir preload, donc précharger cette année-là en fonction de vos vacances, de ce que vous voulez faire, de vos objectifs, etc., etc. Des gros enjeux, des grosses échéances, des gros objectifs que vous mettez aussi. Vous allez devoir charger votre année et l'anticiper en fonction d'eux, en a priori. Et donc, premier point, ça va être, vous allez mettre en place les gros projets. Donc, vos gros objectifs, vous les posez dans votre agenda
Et en fait, du coup, vous allez faire un rétro-planning en fonction. D'accord? Vous mettez vos gros projets, vous mettez aussi vos grosses vacances. C'est hyper important. Le deuxième point, c'est la maintenance. Tout ce qui permet d'entretenir votre système. Tout ce qui trait aux finances, tout ce qui trait à votre couple, tout ce qui trait à votre santé. Je rentre aussi les vacances là-dedans. Hyper important, d'un an en avance, de poser que tel jour, telle date, telle semaine, vous n'êtes pas là. C'est impossible, vous avez pas de téléphone, mode avion, terminé, vous êtes injoignable. Pourquoi? Parce que ça vous permet à vos collaborateurs d'être au courant que vous n'êtes pas dispo et du coup de mettre en place des process qui font que vous vous rendez inutile. Parce que notre objectif en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur d'équipe, en tant que chef d'équipe, même en tant que contributeur individuel, c'est d'être inutile le plus rapidement possible. D'accord? Ça, c'est un point hyper important. Et le troisième point, c'est de faire un audit, donc de review, et d'ajuster en fonction. C'est-à-dire que chaque année, à la fin de l'année en général, donc cette année je l'ai fait aussi, mais je le fais aussi en milieu d'année, donc je le fais 2 fois en général par an, c'est que je vais analyser ce qui va être bien, ce qu'on a mis en place, c'est qu'il y a un vrai ROI ce qui était cool, quoi, ce qui a vraiment permis d'avancer et ce qui a une utilité. Et je vais jeter et écrémer ce qui reste. Et en général, on surestime ce qui a été bien et on sous-estime ce qu'il faut jeter. Et donc, moi, j'ai vraiment, encore une fois, je suis vraiment un psychopathe là-dessus. Je vais jeter vraiment tout ce que je peux jeter. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à vouloir accumuler des bonnes habitudes, des trucs, mais on a souvent tendance à ne pas vouloir virer ce qui mérite d'être viré. Il y a plein de trucs que vous faites dans votre journée. Je pense par exemple au Miracle Morning, au Morning Routine, etc. Vous allez accumuler plein d'énergie, ce qui fait que vous vous levez à 5h30 le matin et vous accumulez la méditation, le yoga, le machin, le truc. Vous arrivez au taf à 9h30, vous êtes déjà claqué en fait. Vous avez déjà plus de motivation parce que vous avez déjà taxé tellement votre énergie en amont de ça. Alors oui, c'est hyper positif pour votre santé, etc. Vous êtes déjà tellement bombardé et vous avez déjà une charge mentale qui est tellement enlevée de ah putain, il faut que je fasse ça. Oh putain, il faut que je médite. Oh putain, il faut que je fasse ça. Que quand vous arrivez au taf, bah, vous êtes déjà cramé. Donc, encore une fois, testez. Bon, par exemple, la méditation, c'est un bon sujet. Ça a un impact qui est monstrueux sur votre productivité, votre concentration, etc., etc. La réalité, c'est qu'il y a certains moments de l'année où je ne médite pas du tout. Ou alors que je passe de 10 minutes à 5 minutes. Pas par flemme et pas parce que j'ai pas envie, mais parce qu'en fait, j'ai d'autres sujets qui sont plus importants, quoi. Le vrai seul sujet que vous devez mettre en place, c'est comment est-ce que ça vous rapproche de vos objectifs. Si vous sentez qu'en fait, en ce moment, vous êtes trop sur les réseaux sociaux, que vous êtes déconcentré, que vous êtes accaparé par vos émotions, bah là, en fait, oui, ça vaut le coup de remettre un petit peu plus de méditation dans votre vie. Si vous sentez que vous êtes en équilibre, que vous êtes hyper efficace dans votre taf, bah peut-être qu'en fait, c'est peut-être pas le meilleur moment et qu'en fait, oui, vous faites pas de moment de méditation, mais comme vous faites du sport 4 ou 5 fois par semaine, bah ce moment-là, il est méditatif en fait. Donc ça suffit. Ok? J'espère que je suis clair là-dessus. En tout cas, gardez en tête qu'il y a un gros sujet de comment est-ce qu'on jette le plus de trucs possible. La conclusion, mes petites beautés, c'était un épisode assez costaud. Je n'ai pas le temps, mais je pense que ça a duré un petit moment. La conclusion derrière tout ça, c'est que euh, vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire tout vous-même et même, je dirais que vous devriez vous rendre inutile le plus rapidement possible. La vraie, richesse que vous allez avoir, la richesse, c'est la liberté. La liberté de faire que 2 choses, c'est de passer du temps avec ceux que vous aimez et c'est de créer de la valeur dans le monde. Créer de la valeur au sens large. Le reste, vous allez devoir l'automatiser, l'externaliser ou le supprimer. Et c'est pour ça que ce que je vous encourage à mettre en place, c'est non pas de créer des entreprises, non pas de créer de la richesse, mais c'est de créer des systèmes qui vous rend votre vie, qui vous permet de la récupérer. Et tout l'épisode que je viens de vous dérouler, c'était exactement la méthodologie de travail pour pour récupérer votre temps, récupérer votre vie et vous racheter votre temps. Du coup, buy back votre temps. Tout simplement. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. C'était à la fois un peu théorique, à la fois très opérationnel. J'ai essayé de prendre plein de cas d'exemples, d'usages qui sont très concrets et pragmatiques. J'ai besoin de vous, les amis, pour récupérer un peu du feedback sur ce genre d'épisode-là. C'est hyper important pour moi. Vous l'avez compris, on fait un petit pivot sur système. Il y a les épisodes d'interview qui vont arriver, toujours un épisode sur 2, hein, en tout cas le plus possible. Et encore une fois, je vous ai annoncé la dernière fois qu'on a interviewé une championne du monde de CrossFit. Ça arrive dans les jours qui viennent, rassurez-vous. Et bref, j'ai encore aussi pas mal de beaux invités que je vais faire venir et que j'ai fait venir déjà. Les épisodes sont tout chaud, tout frais. Bref, il y a plein de belles choses qui arrivent. Mais le plus important, c'est que là, du coup, je suis sur une prise de poste. Donc j'ai extrêmement peu de temps et j'ai extrêmement peu d'énergie.
Donc j'ai besoin d'avoir vos messages, vos feedbacks, vos retours pour savoir si je vais dans la bonne direction. Moi, c'est une direction, vous l'avez compris, qui me donne de l'énergie de fou et qui me passionne parce que ça me permet de continuer à mûrir un peu mon sens du business. C'est là où je suis le plus fort, 100%. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Genre, je sais de quoi je parle et je l'ai fait en fait des dizaines et des centaines de fois avec peut-être 200 boîtes que j'ai pu accompagner sur leur performance et des boîtes très, très tech, donc type startup, mais aussi des boîtes très, très tradies. C'est moi ce qui me passionne, en tout cas les boîtes les plus tradies. Donc vraiment des PME qui n'arrivaient pas à trouver de successeurs, par exemple. Comment est-ce qu'on leur permet d'être plus efficient, de se structurer, de mettre en place des outils qui vont leur permettre d'être plus efficaces. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec un électricien, tout simplement. Donc, il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise boîte. Juste, c'est trop stylé de pouvoir mettre ça en place. Encore une fois, si vous avez des potes, n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi parce que ça me régale en fait de pouvoir aider les gens à structurer et optimiser leur business. Si c'est pas moi qui le mettrai en place, peut-être ça va être un pote à moi ou tu vois des personnes avec qui je travaille, en tout cas des personnes de confiance. Donc voilà, mon objectif avec Système, c'est aussi de fréquenter des entrepreneurs qui génèrent des profits, en tout cas qui structurent leur boîte et qui ont des envies qui sont très ambitieux pour peut-être les permettre de s'optimiser, d'industrialiser leur approche, etc., etc. Bref, j'en ai terminé pour cet épisode-là. Ce que j'ai vraiment besoin, c'est que déjà vous likiez l'épisode, vous likiez la vidéo, vous mettiez des reviews sur Spotify et Apple Podcasts et partout où vous pouvez, que vous m'envoyez des messages avec des cœurs parce que c'est hyper important pour savoir si je vais dans la bonne direction. Et encore une fois, un pouce bleu sur une vidéo YouTube, un abonnement, des choses comme ça, vous n'imaginez pas à quel point ça peut m'aider. C'est énorme comme impact que ça peut avoir pour moi. Donc merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous voulez m'aider, abonnez-vous sur les chaînes YouTube, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, sur la newsletter. Encore une fois, je fais une newsletter en parallèle de ce podcast-là qui continue de grossir et où j'apporte des contenus qui sont complémentaires à l'épisode. Donc je pense que ça peut vous intéresser très fortement. Ça vous permet aussi d'avoir une sorte de fiche récap de l'épisode de manière écrite. Et ça, c'est très précieux. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera un épisode, encore une fois, cette fois interviewé. Voilà. Plein de bises et à très bientôt. Ciao, ciao.